aujourd'hui, nous allons parler du DURP comme un outil évidemment d'évaluation des risques professionnels, mais pas que, comme un outil également de pilotage d'activité et même un outil stratégique. Je vais aussi aborder avec vous le plan de reprise d'activité et comment le DURP peut être un outil vraiment utile dans le cadre d'un plan de reprise d'activité comme c'est d'actualité en ce moment, notamment avec la crise sanitaire que nous traversons. Mais tout d'abord, nous n'y coupons pas, nous allons parler d'une partie un peu rébarbative, la partie réglementaire. Je vais essayer de faire court sur cette partie-là, mais je pense qu'il y a quand même des éléments assez importants à vous faire passer. Donc, le document unique d'évaluation. Donc, l'employeur est tenu, en vertu de l'obligation générale de sécurité qui lui incombe, d'évaluer les risques éventuels et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Les mesures du DURP comprennent des actions de prévention des risques professionnels, évidemment, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés. Doivent être recensés dans le DURP l'ensemble des risques présents dans l'environnement de travail des salariés. On parle ici de risques pour leur santé, pour leur sécurité et les risques psychosociaux qui ne sont pas à négliger, évidemment. L'employeur a donc l'obligation de transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés parmi les 25 classes de risques que je vous ai identifiées ici dans ce graphe, et ceci dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. Donc, vous l'aurez compris, le DURP est une obligation pour toute entreprise, quelle que soit sa taille. D'ailleurs, son absence en cas de contrôle par l'inspection du travail peut être sanctionnée par une amende de 450 €. Pour ce qui est de sa forme, la réglementation n'impose aucun document type, mais il doit prendre la forme d'un support unique qui doit être consultable par tous à tout moment. Et là, j'attire votre attention sur le fait que pour que le document unique soit approprié par tous les salariés, il convient que sa forme soit assez synthétique et concise. Plus le document unique sera clair et je veux dire clair et concis, plus les salariés vont pouvoir se l'approprier. Donc, l'idée n'est pas de monter une usine à gaz, bien sûr, mais vraiment d'être très concis pour que les salariés puissent se l'approprier. Le document unique, comme je vous le disais, doit être consultable par tous, notamment les travailleurs, le comité social et économique, le CSE, ancien CHSCT, les délégués du personnel, la médecine du travail, mais pas que, ça peut être aussi l'inspection du travail, ça peut être les agents des services de prévention, des organismes de sécurité sociale, enfin voilà, tout l'écosystème de l'entreprise est amené un jour ou l'autre de demander à avoir un droit de regard, au fait, droit de consulter le DURP. La rédaction du document unique doit être effectuée en tenant compte des évolutions inhérentes à la société. Bon, ça paraît assez logique, mais je pense que ça coûte rien de le redire. Donc, en cas de changement d'activité, d'embauche de nouveaux salariés, d'achat de nouveaux équipements ou produits. Donc ça, ce sont des facteurs internes à la société qui sont à prendre en compte dans la mise à jour du DURP, mais il convient aussi de prendre en compte les facteurs externes. Donc ça, on reviendra sur ce point-là un petit peu plus tard. En termes de méthodologie de la construction d'un DURP, il est important d'abord de convenir les modalités, d'évaluation des risques, donc qui, quoi, quand, comment, puis d'identifier les risques, ce qui consiste à examiner chaque catégorie de poste de travail en allant sur le terrain. Et j'insiste bien sur cette partie-là, parce qu'on ne peut pas écrire un DURP sans être allé sur le terrain, à la rencontre des collaborateurs, savoir dans quelles conditions ils travaillent, connaître leurs outillages, l'équipement qu'ils utilisent au quotidien. Enfin voilà, aller sur le terrain, c'est vraiment la clé pour avoir un DURP qui reflète ce qui se passe vraiment dans l'entreprise.
Identifier les risques et ensuite, une fois qu'on aura recensé tous ces risques, il faudra les analyser et évaluer les risques répertoriés. Il faudra ensuite rédiger le document unique, bien sûr, et planifier des actions de prévention des risques sur ces différents postes. Ensuite, pour ce qui est de la mise en œuvre des actions de prévention, elle peut prendre des formes diverses. Ça peut être l'engagement de formation destinée aux salariés, l'élaboration de nouvelles consignes de travail, ou la modernisation des équipements de travail ou aménagement des locaux. Il est possible qu'après une étude des conditions de travail, des équipements ne soient pas adaptés. Et là, ça nécessite évidemment des investissements plus lourds, mais c'est vrai que ça peut être une des mises en œuvre des actions de prévention. Et il ne faut surtout pas négliger la partie communication des points clés au personnel pour que le document puisse être diffusé dans toute la hiérarchie, en fait. Donc, ce n'est pas juste la direction qui doit être informée des actions de prévention qui sont ressorties du DERP, mais bel et bien l'ensemble des collaborateurs. Le document unique doit faire l'objet d'une mise à jour au minimum annuelle. La loi est plus souple pour les TPE. Et le DURP doit être ponctuellement mis à jour dans 2 cas. Donc, vous devez mettre à jour au moins une fois par an votre DURP et dans 2 cas, il convient de le mettre à jour également. Donc, les 2 cas, c'est décision d'aménagement important, c'est ce que je vous disais à l'instant sur renouvellement d'équipement, par exemple, et l'apparition de nouveaux risques. Ça va de soi, dès lors qu'on identifie des paramètres qui changent et qui peuvent donc être moteurs ou qui peuvent générer de nouveaux problèmes, évidemment qu'on va se repencher sur le DURP. Donc, sur la décision d'aménagement important, je reviens sur ces 2 points que je viens de vous citer. Donc, par décision d'aménagement important, on entend celle entraînant une modification des conditions d'hygiène et de sécurité ou des conditions de travail, et notamment à l'occasion de toutes les transformations importantes des postes de travail. Donc, celui-ci peut résulter, à titre d'exemple, d'un changement de l'outillage, produit, modification des cadences, etc. Enfin, voilà. Et le deuxième axe, c'était donc, je vous le rappelle, apparition des nouveaux risques. Donc là, il faut prendre en compte l'apparition des risques consécutifs à des événements tels que l'évolution des connaissances techniques et scientifiques, la survenance d'accidents de travail. Évidemment que dès lors qu'on a un accident de travail, il faut se pencher sur les causes de l'accident et veiller à être plus proactif pour vraiment enrayer les causes de risque. La survenance d'accidents de travail, les maladies professionnelles également font partie de ces nouveaux risques qui peuvent être identifiés, ou des nouvelles règles concernant la santé et la sécurité des travailleurs. Donc, le Covid-19, pour ne pas le citer, il a bien été compris dans cette catégorie d'apparition de nouveaux risques et il a bien fallu du coup l'intégrer dans la mise à jour de votre DURP. Je vous ai indiqué ici sur cette diapo que vous aurez à disposition après, une fois le webinaire terminé. Je vous ai mis quelques sites internet intéressants qui peuvent vous donner des informations complémentaires et qui peuvent vous aider à rédiger votre DURP. Donc, le site Travail Emploi, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, donc l'ANACT, l'Institut national de recherche de sécurité, et bien sûr, les médecines du travail, on n'y pense pas assez, à mon sens. En général, ils sont assez proches de nous géographiquement et ils disposent vraiment de formations intéressantes et d'accompagnement. Donc, il ne faut pas s'en priver. Alors, maintenant que nous avons vu la partie réglementaire du DURP, je vous invite à passer à la partie plus intéressante, plus stratégique de comment on considère que le DURP est un pilotage d'activité. Et donc, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, le DURP, pour qu'il soit, qu'il ait vraiment une valeur ajoutée, il faut qu'il soit porté par l'ensemble des salariés, il faut que l'ensemble des salariés aient été impliqués dans sa mise en place. Et il faut que le diagnostic soit le plus partagé possible et pour après avoir justement des pistes de prévention et d'amélioration.
Donc, avant d'aborder cette partie stratégique du DURP, j'aimerais vous citer ces deux chiffres. C'est ce que j'ai mis, le DURP, ce mal-aimé. Ça peut paraître un peu mélodramatique, mais c'est un petit peu le reflet de la réalité. C'est-à-dire que, là, je vous ai mis donc ces deux exemples. Le facteur le plus cité pour se mettre à la tâche du DURP, c'est pour 84% une obligation réglementaire. Et dans seulement 22%, c'est une façon pour les dirigeants d'entreprise d'améliorer les conditions de travail et de diminuer les accidents. Donc, ces deux chiffres, je trouve, reflètent bien, si vous voulez, que le DURP n'est pas compris et n'est pas exploité à sa juste valeur, si j'ai envie de dire. Donc, par démarche complète, ce que je vous disais juste en préambule, on entend l'implication des salariés afin que le diagnostic soit le plus partagé possible et qu'il donne lieu à une réflexion commune sur les pistes de prévention et d'amélioration. L'objectif de cette démarche de co-construction, pour moi, elle est triple. La première, c'est l'appropriation par la direction et par les salariés de la démarche et de la méthodologie à la conception du DU pour rendre la structure autonome dans l'évaluation des risques. On reviendra un petit peu plus tard sur cette partie-là, mais plus on diffuse le DURP et plus on fait la promotion, plus les salariés vont être proactifs par rapport à sa mise à jour, par rapport au fait de le faire vivre, le faire évoluer. Le deuxième point important pour moi dans la co-construction d'un DURP, c'est la pérennisation du document par une mise à jour régulière des actions de prévention concrètes et efficaces et par l'intégration de la démarche de prévention dans un projet lors des réunions d'équipe ou de chantier, etc. Donc, c'est vraiment le fait de pérenniser le document. Ce n'est pas ponctuel, ok, on se met en ligne avec la réglementation, on écrit le DURP, on passe à autre chose. Non, c'est plus que ça, quoi. On va se poser, on va le faire vivre, on va le faire évoluer. Et pour ce faire, bien sûr, il faut le diffuser. Et le troisième axe important pour moi dans la co-construction du DURP, c'est de faire du document unique justement un outil opérationnel et de management au quotidien. Et cette approche participative permet d'aborder les notions de métier et de travail de manière très constructive, au fait, et de manière poussée en allant dans le détail. Ce travail concerté conduit non seulement à la rédaction de fiches de poste, mais aussi à l'établissement d'une cartographie des compétences, ce qui va permettre d'optimiser la transmission des savoirs et savoir-faire. Je vous dis cela en fait pour vous expliquer en gros les implications que ça a de vraiment s'appliquer à faire un DURP. Voilà, ça a après une incidence sur la place des collaborateurs, leur périmètre. Voilà, ça va vraiment au-delà de juste répertorier la liste des risques professionnels. Donc, cette démarche collective apporte sans aucun doute un caractère vraiment opérationnel. C'est ça qui, pour moi, est important et c'est là que réside la valeur ajoutée du DU. Alors, voyons maintenant comment le DURP peut être un outil d'amélioration continue. Donc, comme vu précédemment, il est important de pouvoir transformer l'obligation réglementaire que présente le DURP en opportunité pour l'organisation. Opportunité de maîtriser ses processus, parce qu'en effet, là, on prend vraiment le temps de se poser à chaque poste et de vraiment comprendre comment le collaborateur travaille et affiner les processus. Ça, je pense que c'est vraiment aussi très important. Opportunité de détecter les faiblesses, bien sûr. Opportunité de mettre en place des plans d'action pertinents. Et opportunité de diminuer ses risques et de devenir plus compétitif sur son marché. En gros, là, vous l'aurez compris, je parle vraiment de la roue de Deming, ce qu'on appelle le PDCA. Planifier, développer, contrôler et ajuster. Donc voilà, là, on commence vraiment à mettre le doigt sur une organisation vertueuse, c'est-à-dire qu'on va chercher les risques à la source, on met en place des actions préventives et de fil en aiguille, on va arriver à être vraiment vertueux et à arriver à être plus compétitif sur le marché. Maintenant qu'on a vu cette roue de Deming et l'amélioration continue, voyons comment j'ai fait un lien entre la qualité de vie au travail et comme quoi la qualité de vie au travail est un prolongement du DURP. Donc là, on va toujours plus loin dans la granularité. La QVT, donc la qualité de vie au travail,
s'inscrit dans l'évolution de la gestion de la santé et de la sécurité au travail, dont le point de départ a été l'obligation, donc le DURP pour les entreprises, de réaliser un document et de déduire un plan d'action de prévention à réévaluer régulièrement. C'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc, c'est cette logique d'amélioration continue que prolonge la QVT avec l'ambition de transformer la prévention des risques professionnels en promotion de la santé. Donc là, on est vraiment dans une démarche où on ne subit pas le DURP, on va vraiment être proactif, quoi. On va vraiment proposer des actions et faire la promotion de la santé au travail notamment. Et cette logique de promotion de santé est en lien direct avec l'objectif numéro 3 de développement durable de l'ONU, qui est permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Donc, pour moi, c'est important de faire ce lien entre les objectifs de l'ONU, que vous connaissez sans doute, le numéro 3 en l'occurrence, et ce nous, on peut faire à notre échelle dans l'entreprise. C'est-à-dire que ce qu'on va mettre en place chez nous, dans notre organisation en interne, ça a un rayonnement beaucoup plus large, en fait. J'avais envie de vous citer Hervé Lanouzière, qui est directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour lui, promouvoir la santé, c'est comprendre que les déterminants de la santé au travail prennent racine dans l'organisation du travail et les relations sociales, incarnées dans les projets structurants de l'entreprise. C'est donc intégrer les conditions de travail dans les paramètres décisionnels de l'entreprise afin que ces décisions portent leurs fruits, tant sur le plan de la performance économique que de la santé au travail. Donc ici encore, il ne s'agit plus d'être vraiment en simple conformité avec des normes et des règles, mais bel et bien de faire preuve de responsabilité et de créativité même, je dirais. Et donc, en plus des risques déjà identifiés dans le DURP, on va intégrer également la prévention des risques émergents, comme les perturbateurs endocriniens, les champs électromagnétiques, nanoparticules, maladies émergentes. On est vraiment en plein dedans en ce moment, justement, avec le Covid-19. Et je tiens à dire que, justement, ces risques émergents sont vraiment identifiés très clairement dans l'agence Primum et font vraiment partie intégrante des risques qu'on rencontre. Et ça va au-delà du cadre standard ou normé, si vous voulez, du DURP. Donc, le document unique et la qualité de vie au travail représentent deux démarches complémentaires, selon moi, qui, lorsqu'elles sont traitées conjointement, amènent l'entreprise vers une démarche de progrès continu. Donc, maintenant qu'on s'est dit ça, on peut aller un cran plus loin et de se dire comment est-ce que je place le DURP au cœur de la stratégie RSE. Donc, dans un contexte économique compliqué tel que nous vivons actuellement, il ne suffit plus de se conformer à ce que prescrivent les textes. Je pense que là, on s'en est tous aperçus. Il faut anticiper, se placer dans une logique d'amélioration constante. Il faut être proactif, se tenir informé, chercher à substituer. Donc, c'est tout naturellement maintenant que je vais faire un lien avec la RSE. Parce que pour moi, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est ça. C'est vraiment pouvoir être agile, se remettre en question, anticiper les risques. C'est tout ça, la RSE, et c'est ce qui va venir, si vous voulez, le DU va venir en support, en fait, à cette démarche de RSE. Alors d'abord, une petite définition de la RSE. Au niveau européen, la Commission définit la RSE comme, je quote, l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. Être socialement responsable signifie non seulement satisfaire pleinement aux obligations juridiques applicables, mais aussi aller au-delà et investir davantage dans le capital humain, l'environnement et les relations avec les parties prenantes. Je ferme les guillemets. Donc là, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure sur le DURP, c'est-à-dire qu'on part de choses réglementaires et de coller, si vous voulez, à une juridiction et à des normes pour aller vers quelque chose de prendre un peu plus de hauteur, si vous voulez, et être plus vertueux. Donc, la personne en charge du DU
dans l'entreprise doit prendre en compte, à l'instar de la RSE, les questions de conformité réglementaire, engagements sociaux vis-à-vis des salariés, sécurité au travail, les problématiques environnementales et même les questions éthiques. Si pendant longtemps, ces deux entités, la RSE et le risk management, ont évolué sans nécessairement se croiser, la RSE est désormais un sujet central et transversal que le risk manager doit prendre en compte. Ce qui paraît logique, puisqu'au final, on balaye les mêmes thématiques et on tend vers la même chose, que ce soit dans la stratégie RSE que dans la rédaction du DU. Depuis le début de la crise liée au Covid, les entreprises ayant les meilleures notations environnementales, sociales et de gouvernance ont montré une plus forte résistance aux chocs économiques et financiers actuels. C'est la source novetic.fr. Et dans sa dernière analyse publiée le 25 mars dernier, la Bank of America constate que les entreprises les plus sociales surperforment de 5 à 10 points en bourse par rapport aux indices de référence. C'est le cas aux États-Unis, mais c'est aussi le cas en Europe ou en Asie. Maintenant, je vais faire un lien très concret avec les choses qui ont été mises en place, notamment lors de la crise du Covid, chez Primum, pour vous montrer vraiment que le DU fait partie du management au quotidien et est vraiment un outil de pilotage. Donc évidemment, le DURP a fait l'objet d'une mise à jour dans le cadre de cette crise sanitaire. Et plusieurs axes de travail en sont ressortis, comme notamment la mise en place du télétravail, qui était déjà en place avant, bien sûr, mais qui, du coup, là, comme elle s'est un peu cristallisée, cette période de télétravail, eh bien, elle a fait l'objet d'une attention encore plus particulière pour faire le point sur comment les salariés étaient équipés chez eux, même si, encore une fois, ça a été fait en amont. En fait, une entreprise dont la notion de RSE est au cœur de la stratégie aura déjà, si vous voulez, balayé l'ensemble de ces sujets en amont dans son DU et est plus résiliente et plus préparée, si vous voulez, à une crise. Donc, dans le cas du Covid, tous les collaborateurs ont continué l'activité depuis leur bureau chez eux en télétravail, et c'est quelque chose qui avait déjà été mis en place. Et qui avait été identifié notamment dans la catégorie des risques psychosociaux en termes d'équilibre vie perso. Et comme cette période de télétravail a été plus longue que d'habitude, des points réguliers ont été faits avec l'ensemble des collaborateurs pour voir si tout le monde tenait le choc, si tout le monde était bien... Enfin, je veux dire, si en termes de risques psychosociaux, s'il y avait des choses à détecter. Donc, c'est pour vous dire que le DU, en fait, il prend la forme d'un management au quotidien et est mis à jour en fonction. Et je vous parlais en introduction du plan de reprise d'activité. Donc, pour le plan de reprise d'activité chez Primum, les risques identifiés pendant la crise sanitaire ont engendré, bien sûr, des nouvelles mesures d'hygiène dans l'agence, en prenant compte évidemment de l'impact environnemental pour coller aux valeurs de l'agence et choisir les bons produits, mais en tout cas, une démarche et un nouveau processus de nettoyage de l'agence a été mis en place, de même pour les voitures de fonction. Donc, un processus de nettoyage des voitures a été mis en place. Des formations ont été faites aux usagers pour vraiment rester dans cette communication des bonnes pratiques. Donc, c'est en ça que je dis que le document unique peut s'avérer être un outil stratégique pour les organisations, c'est-à-dire qu'il permet d'anticiper les risques pour les transformer en opportunités. Et il est donc primordial que les organisations mettent la RSE au cœur de leur stratégie pour leur assurer un développement pérenne. Je crois que ça, on en a beaucoup parlé, on en parle encore dans les médias. Donc voilà, maintenant, c'est comment est-ce que j'inscris mon DU dans ma stratégie RSE. Et donc, cette crise, elle permet également de nous faire prendre conscience qu'il faut faire le choix de l'humain avant tout. Et elle invite à repenser notre modèle de développement en alliant économie et écologie. Donc, c'est là-dessus que je terminerai sur cette partie DU au cœur de la stratégie RSE. Donc, pour conclure,
J'espère vous avoir démontré que le DURP sert évidemment à recenser les risques professionnels dans votre entreprise, mais pas que, qu'il est aussi un outil à mettre au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et le DURP, lorsqu'il est compris et animé par les collaborateurs, est un véritable levier d'amélioration continue. Il permet d'être proactif dans la réduction des risques et promeut ainsi la qualité de vie au travail. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses. J'espère que tout a été clair. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de poser vos questions. Je ne sais pas si Nelly ou Thomas, vous pouvez me relayer les éventuelles questions. Dans le chat, il n'y a pas eu de questions, mais si les personnes souhaitent intervenir maintenant, on peut activer les micros. Oui, Sylvie Delphine, effectivement, tu as énoncé à plusieurs reprises que ça pouvait être un outil de pilotage, ce DURP. Et tu as fait le lien avec la médecine du travail, qu'on ne sollicitait pas assez sur ce sujet-là. Comment pourrait-on faire pour que, effectivement, ça puisse devenir un meilleur outil de pilotage avec une association plus grande des salariés en mêlant ou en sollicitant la médecine du travail pour y participer? Est-ce qu'on peut imaginer que le médecin du travail vienne à cadence régulière? Alors, on sait qu'il y a de moins en moins de médecins disponibles, mais pour avoir un avis extérieur et une approche extérieure, je pense que ça pourrait être une bonne solution pour justement intégrer les salariés de l'entreprise dans ce pilotage et dans cette actualisation ou ce nouveau modèle de prise en compte. Absolument. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure la médecine du travail viendrait dans les locaux de l'agence. C'est une question à leur poser. En tout cas, moi, j'ai déjà été en lien avec eux, notamment dans le cadre des formations qu'ils proposent. Donc, ils proposent régulièrement des formations très intéressantes comme le burn-out, comme la prévention des risques. Justement, ils proposaient une formation sur le DU et comment le rédiger. Donc, je pense qu'ils sont assez ouverts à ça. Ils ont eux-mêmes une expertise qui peuvent justement faire partager leur expertise à des entreprises qui sont similaires. C'est-à-dire, une entreprise de service, par exemple, n'aura peut-être pas les mêmes risques qu'une entreprise industrielle à grande échelle. Donc, je pense que la médecine du travail peut faire ce relais justement et croiser des informations, de dire, vous êtes une entreprise de X salariés, je peux faire un lien avec une entreprise, je ne sais pas, une agence d'assurance qui se trouve à Béziers également, qui a autant de collaborateurs, qui ont mis telle et telle chose en place. Enfin, je pense qu'en effet, ils peuvent vraiment faire partie de ces piliers sur lesquels on peut se reposer et profiter bien sûr de leur expertise. Donc, à consulter. Je me mets un petit point justement de les consulter et de leur demander s'ils peuvent se déplacer dans les entreprises pour faire un bilan. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Je vous rappelle que le contenu de ce webinaire, enfin en tout cas l'enregistrement sera diffusé sur les réseaux. Et qu'une enquête de satisfaction, je pense que vous pouvez l'avoir déjà dans le chat box. Si vous voulez bien prendre une minute pour la remplir, ça nous aiderait grandement pour justement rester dans cette notion d'amélioration continue. Bien, écoutez, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de clôturer ce webinaire. Je vous rappelle les prochaines dates. 19 juin, gaspillage alimentaire. 26 juin, la qualité de l'air intérieur. Et le 3 juillet, les achats durables. Bien, je propose de clôturer ici alors. Et je vous souhaite une bonne journée.